Et bienvenue à tous pour ce 55e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, on va revenir principalement sur le match face à Everton et sur les informations qui sont sorties cette semaine et qui sortent depuis même un petit moment sur le stade. Suite d'Old Trafford, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu du traitement médiatique de ce que fait Ineos. Et si on a le temps, on verra. Peut-être on dira un petit mot sur l'interview d'Ole Gunnar Solskjaer, qui même s'il a un peu utilisé certaines choses comme alibi, il y a quand même pas mal d'informations qui sont assez intéressantes. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est pas que une chaîne YouTube, c'est aussi un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus le petit abonnement, de mettre un petit like et un petit commentaire sur la vidéo. Ça nous aide énormément. On a atteint, je crois, 825 abonnés. Ce serait bien. Si on pouvait atteindre les 1000 pour la fin de saison, ça nous permettrait d'être remboursé par la sécurité sociale en tant que thérapie de groupe. Donc, n'hésitez pas à nous donner un petit peu de soutien. Je suis comme d'habitude accompagné de Jérémy Hello tout le monde. et de Mohamed. Salut à tous. On a Adama, un absent aujourd'hui. on a un absent qui rejoint notre liste de blessés. Adama, Il l'éternel n'est pas remboursé optimiste. par la sécurité sociale, lui. Lui, il est pas exactement. Donc, on a dû faire des choix et malheureusement, il n'est pas là ce soir et il sera de retour dès le prochain, on espère. Donc, on va commencer tout de suite par l'info de la semaine. Donc, j'ai pas cité d'infos précises comme je fais d'habitude. C'est un florilège d'informations qui sont sorties principalement par le Télégraphe, un peu par The Athletic, et après, de toute façon, le flux d'informations a été repris par tout le monde, sur en fait la volonté claire de Jim Ratcliffe de déménager Old Trafford, qui serait plus Old Trafford, hein, de déménager le stade, plutôt que de partir sur une reconstruction, comment dire, je perds mes mots. Rénovation. Rénovation, merci. Plutôt qu'une rénovation, en fait, de construire un nouveau stade. On a déjà entendu plusieurs fois qu'ils voulaient faire le Wembley du Nord. Donc, bon, les institutions ont déjà informé comme quoi, si Manchester United voulait un nouveau stade, c'est Manchester United qui le payera et pas les instances publiques. Donc ça, c'est déjà clair. Je l'ai trouvé un peu gros de tenter ça, mais bref. Et donc, la volonté principale est de quitter Old Trafford pour sortir de la ville et construire un stade à la Tottenham, donc un complexe ultra moderne où c'est une expérience de venir au stade plus que juste venir à un match. Euh, sur ce dernier point, moi je suis pas contre si on reste à Old Trafford. Personnellement, je comprends. En fait, il y a deux choses qui se rentrent en conflit. Premièrement, l'histoire et le romantisme. Et c'est le camp que moi je vais décider. Je suis désolé. Je préfère rénover le stade de Manchester qui est Old Trafford plutôt qu'autre chose, plutôt que de construire un nouveau stade. C'est mon côté fan peut-être, c'est mon côté romantique. Je sais que en faisant ça, tu limites les potentiels gains pour les prochaines années. Donc tu te restreins potentiellement de l'argent en plus pour améliorer ton équipe, etc., etc., pour être mieux placé. Je mets une précision à ce que tu viens de dire. Les prochaines années, je vais mettre une date, c'est minimum 10 ans. Oui, oui, Qu'on se comprenne, hein. ouais, C'est une ouais, ouais, décennie, hein, moi. C'est-à-dire, ouais, ça veut dire exactement la distance entre maintenant et le départ de Sir Alex. ouais, Tu repars. non, tu as bien fait de le répéter. Et donc, là, c'est vraiment une vision ça va. Et là, j'aurais d'abord, pour commencer, pour avoir votre avis simple là-dessus. Pour vous, est-ce que vous préférez le romantisme, donc rénover Old Trafford, en sachant que c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui doit être fait en cours de saison. C'est un peu comme le Real Madrid, c'est une galère, je comprends, mais tu gardes ton stade et tu le modernises, parce qu'il y a besoin d'énormément. Et à la limite, Carrington, tu dégages ça ailleurs, ça je veux bien, ça je m'en fous, c'est le centre d'entraînement, on s'en fout un petit peu. D'ailleurs, il y a déjà une zone qui est plus ou moins réservée, donc ça ce sera Ciblé. sûrement Ouais. le cas. Sûrement le cas. Donc, ou est-ce que vous préférez je ne vais pas dire l'appât du gain parce que ça a une connotation négative, mais est-ce que vous préférez l'efficience économique, c'est-à-dire construire un nouveau stade qui coûtera peut-être même moins cher que de rénover Old Trafford, qui rapportera potentiellement plus d'argent dans une dizaine d'années, mais en perdant une partie de ton âme.
Jérémy, pour commencer. Ah, c'est moi qui commence. Bon, alors, je vais faire une phrase qui aurait beaucoup plu à Damas s'il avait été là, même si ce serait désolidarisé. Je vais vous dire un truc très simple. Les Allemands n'ont pas réussi à détruire Old Trafford, mais les Américains risquent de le faire. Je vais vous dire que ça va me faire Les Anglais, chier, les Anglais, clairement. les Anglais. Ouais, enfin, j'ai les Glazers. Oh, alors, ok, on va faire. C'est l'Anglo-Américain va réussir alors que les Allemands ont échoué. Parce que je rappelle quand même pour l'histoire. Je rappelle quand même pour l'histoire que Old Trafford avait été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et que ça a été reconstruit partiellement, parce qu'il n'avait pas été détruit totalement. Donc tu te dis quand même que c'est quand même un pan d'histoire. Hein. On parle quand même d'une époque qui était quand même qui pèse dans notre histoire, hein, vraiment, qui fait partie de notre histoire. Et non, c'est hors de question de partir d'Old Trafford. Je veux dire, je pense que si tu es le plus grand club au monde et que tu n'arrives simplement pas à rénover ton stade, il y a clairement un problème. Je veux dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Surtout que on a du terrain qui nous appartient autour du stade. Comme tu as dit si bien, on peut, même si j'apprécie Carrington, bah, s'il faut sacrifier Old Trafford ou Carrington, le choix est vite fait. Hein. C'est Carrington qui saute et ils iront s'entraîner ailleurs. Mais à un moment donné, tu gardes Old Trafford, je suis désolé, tu fais les travaux qu'il faut. Surtout que je veux dire, c'est une situation qu'on connaît depuis déjà 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on en parle de rénover Old Trafford. Donc, c'est pas un truc qui vient d'arriver. Donc, les plans, ils sont forcément quelque part. C'est été étudié depuis 15 ans. Tu vas pas arriver pour faire comme, alors, t'as cité Tottenham, t'as cité Arsenal, c'est très bien. Arsenal est parti du stade où ils étaient, donc, pour se retrouver maintenant à l'Emirates, d'Highbury pour aller à l'Emirates. Tous les supporters te disent, ils n'ont jamais retrouvé ça. Tottenham a fait donc la même chose quand ils ont construit leur stade. Et malheureusement, ouais, et d'ailleurs, c'est une tendance anglaise, hein, parce qu'il y a d'autres. C'est West Ham ou Aston Villa qui va déménager aussi. Le stade est en construction. Bah, West tous les supporters sont comme ça. West Ham, À Upton Park. Ils jouent à Wembley, non Non, ils ont leur stade. Non, ils ont Upton. C'est Upton. West Ham, c'est Upton Park. Je crois qu'ils ont déjà déménagé. Mais ils ont joué ouais, mais je crois que c'est pas en construction. Ils jouaient à Wembley, je crois. Oui, c'est possible. Ça, ouais. Alors, je sais que c'est une grosse tendance anglaise en ce moment, mais non, je suis désolé. L'histoire, ça fait partie de Manchester United. Disneyland, quand tu vas au stade, parce que tu dois vivre une expérience unique, ça va. Remettez le football au milieu. Disneyland, ça sera après. Donc, non, moi, perso, je reste à Old Trafford. Mohamed, toi qui es allé en plus plus récemment. C'est ce que j'allais dire. Moi qui suis allé, c'était l'année dernière. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vétuste et en piteux état. Donc, je me dis qu'un nouveau stade, ça ferait du bien. Mais d'un autre côté, faire table rase complète du passé, j'aime pas ça. On a un club historique, on a un club familial, on a un club à la base d'une ville ouvrière, il ne faut pas l'oublier, donc très, très, très soudé et très familial, comme je viens de le dire. Donc, je trouve que ça serait con. Tu as pris l'exemple de Tottenham. Tottenham, c'est pas pareil pour moi. C'est un club qui veut passer le stade au-dessus. Donc, ils avaient besoin de se moderniser, un peu comme l'a fait Lyon. Ils voulaient se rapprocher des plus grands clubs. D'ailleurs, d'une tristesse, ce Groupama Stadium. Je passe devant ces dernières semaines, j'ai passé 3 semaines à Lyon, je passais devant. Oh mon Dieu, je sais pas si c'est un centre pénitentiaire ou un stade. Alors, après, mais il n'y a pas que le Groupama, parce que du coup, je vais en parler aussi. À Nice, ils ont fait ça. Ils ont détruit le stade du Ré qui était mythique. Alors, certes, petit et vétuste pour faire l'Alliance Riviera quand il y a eu l'Euro en France, ils en ont profité. Hein, ça a été le deal. Il n'empêche que l'histoire, c'est pas la même. Hein. Quand tu vas au stade, tu n'as pas l'impression d'aller au stade du club. Hein. Tu as l'impression d'aller au stade municipal. Hein. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Donc, oui, c'est des bijoux de technologie, de modernité. Mais l'âme, ça n'a pas de prix. Donc, moi, je fais partie de votre team pour le coup. Pourtant, je sais qu'il va y avoir du boulot, hein, mais il faut garder Old Trafford. Il faut absolument le garder. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre âme. Tu l'as dit, l'exemple, le très bon exemple, c'est les supporters d'Arsenal. Hein. Ils sont pas contents, je pense, d'avoir quitté Highbury. Il n'y a plus la même étincelle, la même flamme. Et ils commencent à se l'approprier. Ils commencent à s'y faire maintenant. Quoi. Ouais. Depuis, après, je suis d'avis que quand tu gagnes, tu as des moments qui se créent dans ce stade et tu peux rattraper un peu ça. Mais d'un côté, Manchester United, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Bon, je veux bien que le stade, ce serait pour dans 5-10 ans. Okay, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? On est une relique du club d'Europa League. Non, on est une relique du passé de Manchester aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et un club historique, les seules choses qui nous ramènent au top niveau et au souvenir que les gens ont de notre club mythique, il y a 2 choses. Ouais, 3 avec Sir Alex Ferguson.
Mais 3 choses, Sir Alex Ferguson, notre écusson et Old Trafford. C'est plus le jeu et tout. Donc je veux bien que quand on va regagner, si un jour on regagne, tu peux peut-être faire fi de tout ça et réussir à créer ça dans un nouveau stade. Mais moi, en fait, j'ai aucun exemple où un stade a réussi à garder la même ferveur après. Je dis, même près de chez moi, il y a une équipe de hockey qui est en Suisse. Alors, il faut savoir que le Suisse est hockey. En Suisse, il y a quand même pas mal de monde. Je crois qu'il y a 8000 personnes à chaque match. Bah, ils ont construit une nouvelle patinoire qui a coûté une blinde et qui est moderne et tout. Ben, les gens préféraient l'ancienne qui était Mais oui, parce qu'un club, vétuste c'est des sentiments. et c'était presque scandaleux tellement c'était vétuste. Mais en fait, quand tu vas au stade, quand c'est toi et moi, tu vas au stade pour regarder Manchester United. Quand tu es un abonné, quand tu es un fan du club de la région, donc de la région et que tu vas pas que pour regarder le match, tu vas parce que tu as des souvenirs, tu C'est as la vécu famille. quelque chose Ouais, et puis là-dedans. c'est en famille, tu es allé avec ton père, tu vas avec Ouais. ton gamin et tout, c'est la passation. D'ailleurs, Et je si on vais perd ajouter ça, un truc. je finis juste, si on Vas-y. perd ça, je pense que c'est dans 10 ans, donc on a le temps de se relever potentiellement, hein. Mais si on perd ça et qu'on est dans des situations sportives comme Mauvaise. aujourd'hui, moyennasse, mauvaise, je pense que ça peut être un peu pas notre mort, mais oui, aujourd'hui, une bonne partie des supporters qu'il y a dans le stade, qui ne sont pas des supporters, des visiteurs qu'il y a dans le stade, c'est des touristes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Si tu, il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de personnes, je sais pas pourquoi, mais d'Afrique du Sud, bref, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Si tu quittes Old Trafford, ces gens-là, ils viennent pas pour regarder Marcus Rashford et Bruno Fernandes. Ils viennent à Old Trafford parce que c'est mythique. Et donc, tu perds. Et moi, je pense que tu peux te tirer une balle dans le pied. Parce que. Long terme, oui. Je suis pas sûr. Moi, je le verrais à l'inverse, justement. Ça favoriserait le tourisme. Tu sais, comme ils disent, une expérience. Tu viens à Manchester, un match de Manchester dans un nouveau stade. Oui, il y a ceux qui viennent pour Old Trafford, mais tu as aussi ceux qui viennent, ils connaissent pas forcément le foot. C'est une expérience et non. Ouais, Ouais. après, dans le sens. Je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est le stade C'est qui fait des venir. clients potentiels à aller chercher. Oui, mais C'est comme aujourd'hui, ça. ces clients qui viennent, ils viennent pour le stade. Ils viennent pas pour le foot. Quand je dis ils viennent pas pour notre foot actuel. Ils viennent pour. Oui, tu viens pas regarder du beau jeu, tu viens regarder l'histoire. C'est sûr. C'est exactement ça. Tu viens pas regarder le match que tu vas voir. Tu viens pour voir la statue, voir le devant du stade, voir Old Trafford, vivre Old Trafford, vivre le musée d'Old Trafford. Je suis désolé. Si tu prends tout ce qui se passe dans Old Trafford, tu mets dans un nouveau stade, c'est pas la même chose. Et moi, Clairement, ouais. moi, je pense que le foot, de toute façon, c'est en croissance continue. Donc, à un moment donné, on va quand même atteindre un cap. Mais donc, je pense que c'est pas ça qui va te couler, loin de là. Mais si t'es pas dans une bonne situation sportive et que tu quittes Old Ça va Trafford, pas t'aider. bah en fait tu deviens Tottenham. Oui. Tottenham, Un club vide. Tottenham, ils ont pas plus de fans depuis qu'ils ont peut-être le meilleur stade au monde en termes de Oui, qualité de c'était stade. une volonté de leur, président d'être propriétaire du club et d'avoir un bon stade dernier cri pour, comme je t'ai dit tout à Totalement. l'heure, passer le cap, nous placer sur la carte du monde. On a un beau stade, on a un nouveau stade, C'est ça. Oui, voilà, Sauf le que mais club par qui contre, nous, grimpe. je suis totalement d'accord. Par contre, ils ont pas plus de fans maintenant. Et pourtant, tu as sûrement le plus beau stade. On parle pas d'histoire, on parle pas de vécu, non, mais non, Oui, non, non, apparemment, ouais. d'infrastructure. Non, Apparemment, c'est d'infrastructure. quelque d'infrastructure. chose, hein. Tu as sûrement les plus belles infrastructures du monde, presque au plein milieu de Londres, une des villes les plus visitées au monde. Et pourtant, ils n'ont pas une croissance de supporters ou ils n'ont pas plus de pouvoir. Le club n'a pas pris plus de valeur intrinsèquement que ça. Donc, je sais pas. Moi, je suis contre. Si Ineos, c'est Ineos, c'est Radcliffe qui pousse là, hein, quand même. Alors justement, c'est là-dessus que je voudrais ajouter un petit mot. C'est quand même, Oui. c'est surprenant et je vais mettre un slash décevant parce qu'au final, quand Radcliffe arrive, donc on vend une image comme quoi il est supporter du club depuis toujours, que c'est un grand fan du club et tout, et on s'était posé la question dans des podcasts précédents en se disant qui arrive? Est-ce que c'est l'homme d'affaires? Est-ce que c'est le supporter de foot? Est-ce que c'est un peu des deux? Et tu vois, Supporter de Manchester quand United même, qui a une carte de fan annuelle à Chelsea quand même. ouais, Et qui a essayé de oui, racheter le oui, Barça, qui a essayé d'investir dans le oui, Barça. ouais, Ah, quand même. Ineos, le côté investissement, mais tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'attendrais quand même d'un mec qui achète le club en étant supporter du club que ce genre de décision, il y a un petit peu de sentiment dedans.
Parce que si lui, en étant théoriquement supporter du club au moment où il y a ses décisions à faire, il le fait pas, personne le ferait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu attends quand même de ce côté-là en disant, bon, il y a un homme d'affaires qui arrive, mais vas-y, il aime le club, donc il y a quand même des décisions qui, de temps en temps, seront peut-être pas les plus justes financièrement, mais qui iront dans le sens des supporters. C'est-à-dire là, typiquement, toucher au Oui, stade. des Et c'est décisions quand même assez poussées par les émotions. décevant que finalement, 50 jours après l'annonce officielle, une des premières grosses news qui sortent, c'est peut-être, allez, déjà, ça déménage, quoi. Et tu me fais une passe D dont même Kevin De Bruyne n'est pas capable de le faire. Je voulais aussi parler justement d'Ineos sur ce point-là et sur la différence de traitement de ces informations par les médias et par une bonne partie des fans. Dans le sens où je vais d'abord commencer sur le stade et après je vais bouger sur le reste quand même. Non, je vais commencer sur le reste et après bouger sur le stade. Où je veux en dire, c'est qu'aujourd'hui, Ineos, ils ont un totem parce qu'ils viennent d'arriver et que tout le monde, on est assez d'accord. En fait, tu peux pas faire pire que ce qu'on a fait. Ça, on est totalement d'accord. Hein. Oui, et puis Je le suis bien. changement, ça crée une Ouais, hype et ça pardonne ouais, assez vite, on va dire. exactement. Mais aujourd'hui, l'OGC Nice, c'est retombé bien sec. Hein. En même temps, il marquait pas un but, donc ça allait pas continuer. De toute façon, le GC Nice, c'est un club qui est fait pour être champion d'automne. Ça fait Voilà. 20 ans que régulièrement, à l'automne, ils sont très bien classés, mais ça ne dépasse jamais ça parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas les joueurs, ils n'ont pas la finance et pas la politique pour C'est le quel faire. championnat qui se finit au mois de décembre? Fallait. Et il faudra aller voir, ouais, Danemark peut-être. Mais bon, on verra. Voilà. Anderlecht. Et donc, ouais, bref, juste où je voulais en venir là-dessus sur Inno, c'est que moi-même, je vous ai dit il y a un ou deux podcasts, de toute façon, il fallait être leur faire confiance. Mais leur faire confiance, c'est pas dire être aveugle et tout leur laisser faire. Dans le sens où je suis très content de Omar Berrada. C'est le seul move qui a été fait aujourd'hui. Oui. Exactement. D'ailleurs, je le mets là parce que je pensais pas en parler, je l'ai vu et je voulais même pas dire en conversation, mais on a quand même vraiment, on a un service communication à Manchester, il est comme ça parce que c'est-à-dire que quand même, on a publié sur le fait que Monsieur Berrada a commencé à travailler alors qu'il ne travaille pas pour nous. Ouais. Non, mais on en est au point de dire non, mais les mecs qu'on va embaucher, ils travaillent déjà. On est le seul club qui a besoin de se Et où t'as pas justifier le sur droit. Et où t'as leurs pas le droit en employés. plus. Et où t'as pas le droit en plus. Et t'as pas le droit. Ah, c'est exceptionnel. Et donc, où je veux en venir là, c'est que je leur fais confiance, mais aujourd'hui, Dan Ashford n'est pas là. On a une Non. incertitude sur le coach qui est toujours, alors que moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'il vienne demain, Ineos, parce qu'on peut plus dire les Glazers, comme au mois de novembre, octobre, tu sais où c'était. Aujourd'hui, ils sont là. Donc, et c'est leur choix. Et Oui. j'aimerais qu'ils disent aujourd'hui, alors moi, vous savez mon point là-dessus, et après, on en reparlera un peu en parlant du match. Moi, je suis plutôt pour garder Ten Hag, mais j'en ai rien à foutre de leur décision. C'est eux qui vont après Ils parler. l'apprennent, ouais. Mais en fait, ouais, faut prendre, on est le 10 mars, quand même. Ça file. C'est-à-dire que, oui, il reste environ 2 mois de compétition. Et on a de la marge. Hein. On est à 5 mois de la reprise. Mais la reprise du championnat. On a de la marge, mais t'as pas de directeur sportif. Wilcox était censé être réglé assez vite. Bah, c'est pas fait. On était censé tout révolutionner. Je comprends que tout va pas être fait tout de suite et qu'il va falloir leur laisser du temps. Mais où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un totem d'immunité pour ça. Comme Dana Schwartz, moi, je pense que c'est une très bonne recrue, mais Dana Schwartz, c'est pas le meilleur gars sur la planète. À Brighton, ils n'ont rien gagné. À Newcastle, ils n'ont rien gagné. Il a fait du très bon travail en tout cas sur Brighton. Mais on voit que le très bon travail qu'il a fait à Newcastle, ils sont derrière nous. Hein. Donc, Oui. bref. Et puis c'est surtout qu'à un moment donné, même si le mec est excellent, il y a aussi voir juste si tu peux aller chercher ce mec excellent ou pas. Et là, Ouais. actuellement, on peut pas. Et ça avance pas. Et bref, où je veux en venir, c'est que là, tout le monde, ça leur est pardonné dans le sens où personne lève trop la voix là-dessus. Personne lève trop la voix que tu sais pas du tout l'avenir de ton coach. Donc, c'est une catastrophe. Est-ce que tu dois commencer à travailler maintenant? Est-ce que tu travailles pour des recrues que Ten Hag a approuvées ou pour un coach que tu n'as même pas encore contacté? Si tu attends encore dans un mois, faut pas croire, Liverpool a déjà comme Liverpool, le Bayern. On est dans une année où Liverpool, le Bayern et le Barça Et Barça. vont changer de coach et peut-être Chelsea. Et c'est bien que tu le dises parce que
Certaines personnes pourraient peut-être penser que ça se fait pas d'annoncer trop tôt un changement de coach. On pourrait l'imaginer. Peut-être dans l'ancien foot, un peu, c'est un truc que tu faisais pas trop. Mais Bah, les trois, là, ils l'ont fait. cette année vient de prouver le contraire. Exactement. Où les trois clubs majeurs qui sont dans le top 10 européen te disent on arrête là, il nous faut un coach pour l'année prochaine. Et même d'un nous, côté, Ten Hag, on l'annonce en cours de saison. ouais, alors on était tout. C'est vrai que c'était parce qu'il y avait un intérimaire, mais on savait pas trop. Mais ouais. Et en fait, le truc sur le coach, c'est que on attend quoi? La qualification de la Ligue des Champions? On sait que c'est mort. C'est mort. Ça devrait déjà être annoncé. Et la FA Cup, attendez, c'est-à-dire que la FA Cup a un pouvoir de savoir si Ten Hag c'est l'homme de la situation ou pas? Je comprends pas. Rashford a dit que c'était le trophée le plus important, alors quand ton porte-étendard te dit que c'est le trophée le plus important. Qui se la ferme. C'est-à-dire qu'il comprend pas ce qui se passe dans ce club. Mais bon, bref, comme ça, on a moins de recrues, on a moins d'argent pour le remplacer, ce bâtard. Et donc il est content. Et donc tu sais pas ça, et donc et c'est un peu aussi comment dire ça? C'est un peu du foutage de gueule quand tu sais qu'il a demandé des recrues cet hiver, pardon, juste pour combler les joueurs qu'il n'avait pas, et que tout a été refusé, on lui a fait partir, même si c'est des joueurs qui étaient en guerre ou qui jouaient pas, Sancho, Van de Beek, Pellistri, tout ça sont partis pour pas être remplacés. On lui a dit que Malacia et Shaw arrivaient, qu'ils pouvaient faire partie Reguilon. On a dit que Malacia et Shaw seraient prêts. Ça, c'est notre centre médical, donc c'est pas forcément. C'est en janvier. Le responsable médical. Non. Ça rajoute juste qu'il est entouré de bras cassés, en fait. Oui, et en fait, où je veux en venir, c'est un peu du foutage de gueule. Donc, et on est dans une situation qui est quand même très floue. Moi, je pensais qu'elle allait bouger bien plus vite. Et le mercato arrive. Comme on a dit, c'est un mercato qui est compliqué. Et moi, je vais juger Ineos au 10 août, parce que moi, les recrues du 31 août qui peuvent pas jouer pendant un mois et demi parce qu'ils sont pas prêts, donc tu as raté déjà 20% de ton championnat. Il faut vraiment que ce soit Dieu après pour que je vais les juger là, et je vais les juger sur les départs. Et quand j'entends que des Rashford et Bruno sont intouchables, et que McTominay, on en reviendra peut-être plus tard, mais bref, que des gars comme ça sont intouchables alors qu'ils sortent d'une saison calamiteuse, mais il y a qu'à Manchester United où des mauvais joueurs sont intouchables. Mais bref, et où je vais venir là, je vais terminer aussi là-dessus sur Ineos, où je dis, il faut quand même être un minimum, faut leur faire confiance, mais en étant sceptique. C'est-à-dire que cette information-là, et après je vous laisserai la parole sur tout ce que j'ai dit là, mais cette information-là sur le stade, elle est majoritairement assez approuvée, majoritairement. C'est-à-dire que elle est pas mise en cause. Elle n'est pas mise en cause médiatiquement et dans la sphère de fans. Alors il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais il n'y a pas une hola énorme. Alors que si ça avait été les Glazers seuls qui avaient dit ça, qui avaient annoncé ça, Old Trafford serait en train de brûler, hein. Donc bon, ça aurait accéléré le processus, mais on aurait touché l'argent de l'assurance, ça c'est pas mal. Et je trouve que c'est un peu hypocrite en fait ce qui est en train de se passer. Et il y a même des gars que je respecte pour leurs informations au niveau du club, hein, et qui s'avèrent très fiables. Renseigné. Ouais, c'est bien ça, c'est exactement ça, c'est renseigné. Il y a des informations dont le principal que j'écoute, c'est vraiment des renseignements, parce que sinon tu peux pas deviner ça. Où tu te dis, en fait, tu sais même pas si c'est pas de la propagande Ineos, parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais tolérées sous les Glazers. Ce qui est en train de se passer avec le coach et tout ça, si c'était pas Ineos, on aurait déjà crié au loup. Et là, on est dans une situation où Club Med, dans le sens où on verra les gars, de toute façon ils vont faire juste. Alors que aujourd'hui, je rappelle qu'ils n'ont rien gagné, que même si je suis 100% pour prendre Dan Ashworth n'a rien gagné non plus, que je suis 100% pour prendre Joey Wilcox, mais ça reste quand même un gars de Southampton. Juste pas être aveugle et pas être aveugle, attendre que ce soit réellement fait, parce qu'on voit, on est au mois de mars, et à part Berrada, il n'y a rien. Et le même traitement de l'information si elle vient des Glazers ou d'Ineos. Ça aurait même été intéressant de savoir, bon, on ne le saura jamais, mais si ça avait été le Qatar qui avait pris cette décision, s'ils avaient récupéré le club, est-ce que ça tu peux être sûr que ça... même son de cloche? Non, ça ne va pas être le même son de cloche, mais Antoine dit un truc. Il bénéficie du totem comme les joueurs britanniques, en fait, le Sir Jim Ratcliffe. Et puis, en plus, tu rajoutes à ça la fameuse casquette supporter du club. C'est open bar, tapis rouge, fais ce que tu veux. Mais Antoine, je voulais dire tout à l'heure, ça me dérange un petit peu que ce soit
je sais que c'est pas lui seul, mais que cette décision-là d'un nouveau stade, c'est potentiellement sa seule volonté à lui, ou en tout cas, il vient et il veut rénover, enfin, il veut révolutionner, on va dire, le club. Ça, j'aime pas trop ça. Et j'ai vu aussi que dans la task force, parce qu'ils l'ont appelé comme ça, task force New Old Il y a Trafford, Gary il y a Neville. il y a Gary Neville. Je Qu'est-ce me qu'il dis, Bah, fout comme tu as dit tout là-dedans? à l'heure, hein, Ah non, tu non, te non, dis, attendez, tu te je dis, suis pas d'accord sur le qu'est-ce qu'il fout là parce que Gary Neville a la réputation, c'est le plus gros promoteur de Manchester actuellement et c'est pas une vanne, ce n'est pas une vanne. Il a construit un nombre d'hôtels incalculable autour du club, il a un empire immobilier incroyable ce mec. Ouais, ça veut dire, Mais c'est pas une ça vanne. veut dire qu'il a vraiment tout intérêt à garder ce club à Old Trafford. Hein. Pour l'immobilier, oui, Mm. sauf s'il a des intérêts dans le nouveau stade, mais pour l'immobilier, oui, clairement. Ouais, bah, je pensais que, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être qu'avec lui dans cette task force, le côté sentiment, émotion fera qu'il sera contre cette création, mais ouais. vu Le côté qu'il a intérêt des parts dans financier. l'immobilier à Manchester, En fait, c'est lui qui a ça va pas développé rond. beaucoup, beaucoup d'hôtels à Manchester Bah, c'est pas quand il a lui arrêté d'être joueur. lui et quelques joueurs, de la classe Je 90 sais pas qui ont s'il est tout l'hôtel seul, juste mais à en tout côté cas, là, c'est lui le principal. Hein. le football hotel, C'est presque certain. Et moi, j'allais dire, ce que disait Antoine, il disait quand même un truc intéressant, c'est tu as très peu de réactions médiatiques par rapport à l'annonce. Personne se fait lyncher, entre guillemets, il y a personne qui râle en disant, attendez, quoi, bougez Old Trafford et tout. Et en fait, en politique, c'est une méthode qui se fait quand même pas mal, et je serais curieux de savoir si c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est que des fois, en fait, tu as une tendance à faire fuiter des infos, non pas parce que tu es sûr que tu vas faire ce que tu fais fuiter, c'est pour prendre la température, pour voir si ça bah, passe. comme le cas Greenwood, c'est l'exemple parfait. Voilà. Et je me dis, est-ce que là, tout simplement, est-ce qu'ils sont pas en train de prendre la température? Et après, quand tu veux prendre la température, il y a tu as deux positions. C'est toi la position, tu es complètement objectif et c'est vraiment, j'ai aucune idée de la réponse, j'y vais de manière neutre. Soit tu as la position en disant, on aimerait bien faire ça, viens, on va voir si ça passe. Et quand le viens, on va voir si ça passe, tu donnes les infos aux bonnes personnes parce que tu sais que l'info va être relayée dans ton sens et pas contre toi. Et peut-être que c'est ce qui est un peu aussi en train de se passer, ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas trop le feu. Ouais, c'est une possibilité. Mais, bref, Parce que Puis même les chaînes YouTube, elles ont pas forcément, tu sais, les United Stand et tout, je sais pas s'ils ont alors réagi en tout cas. lui, il est bah, justement, lui, euh, il est plutôt de mon avis dans le sens où si ça sortait des Glazers, le club serait en feu là. Donc, et qu'il aime pas cette hypocrisie. ouais. Et moi, je trouve que c'est Mais nous, problématique. on est des indépendants et Utah, il est peut-être pas assez gros pour, tu vois, quand t'es petit, t'es indépendant en fait quelque part. Ouais, il y a un Ouais, Tu mais vois, ça reste un donc, Anglais, enfin, il est présent sur place là-bas. il a un moi j'ai business encore avec vérifié nous. mon compte. Gary Neville a fait aucun virement, donc pour l'instant, je peux dire que je suis contre quoi. Donc voilà, si vous voulez pas rajouter quelque chose sur le point stade et Ineos sur le traitement de l'information, dites-nous en commentaire ce que vous pensez vous actuellement de ce qui se passe avec Ineos et surtout de cette partie du stade. Quel serait votre avis? Est-ce que vous êtes plutôt romantique comme nous de dire bon ben on leur fait confiance, on leur fait confiance, on reste à Old Trafford et on va revenir, ou est-ce que vous êtes plutôt pragmatique, j'aime pas utiliser ça parce que tu peux être pragmatique en restant chez Old Trafford, mais et te dire c'est moins cher et plus rentable de quitter Old Trafford et les sentiments et notre histoire aux toilettes. C'est Donc voilà, ça. Pour ou contre le changement. Pour ou contre, vous nous mettez voilà, pour le changement de stade, contre le changement de stade. exactement. Donc voilà, on va maintenant parler de quelque chose de bien plus réjouissant. Hein. On a vécu un match d'anthologie hier face à Everton. Victoire 2-0 sur deux pénaltys de Bruno Fernandes et Marcus Rashford qui peuvent faire les champions sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont marqué un penalty sur deux fautes claires sur Garnacho hein, Oui. qui est un Ils sont pas fixture. volés. Là, il n'y a pas de Ah bah, décision. là, il n'y a pas de fin. J'ai J'ai même pas eu l'impression que ça a été réellement checké par la VAR, tellement ça a été validé rapidement. Alors le premier, c'est Ça a sûr que été non. Je checké. crois le deuxième, oui, mais le premier pas. Parce que le premier, le premier, c'est une balayette, même dans un bar bourré, tu vois pas ça. Donc, donc voilà. Sinon, ben, un match comme on vit Attendu. depuis 7-8 ans. Des joueurs qui sont pas disciplinés, des joueurs qui perdent un nombre de C'était l'un de ballons. nos pires quand même je trouve, hein. Moi, bah, je trouve pas, moi, que les joueurs à disposition, je dirais, on a perdu énormément de ballons comme d'habitude, on n'a pas créé grand-chose comme d'habitude, mais au final, on peut finir avec 3-4-0. Et Everton, bon, beaucoup de monde vont parler de leurs magnifiques 20 tirs.
Mais bon, pour quelle dangerosité, hein, attention. Oui, Je de suis très assez, loin les tirs, hein. ouais, je suis assez d'accord. Alors, j'ai été regardé sur le, sur les expected goals, ils ont 1,80, ce qui est trop face à Everton, on est d'accord, hein, d'un top Mm. club. Mais sur les 1,80, il y a 0,70, c'est l'action après 2 minutes, c'est de Onana sur Onana. euh, où il reprend la balle, là, ils lui remettent un 0,7, alors que moi, j'ai pas trouvé. Ouais, je suis même pas sûr qu'il shoot réellement, en fait. C'est Nana qui sort, mais bref. Donc, Non, mais il est très près, donc c'est la dangerosité de l'action plus que la moi, je suis qualité. même pas Mais sûr bon. qu'il shoot, c'est ça la différence. Mm. Mais bref. Donc voilà. Pas grand chose à dire, hein, dans un premier temps. Après, je vais vous lancer sur certains points, mais dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et est-ce que vous avez des leçons à en tirer? Une leçon à en tirer, l'arbitrage, malgré 2 pénaltys, il y en a un troisième évident qui est pas sifflé. Et je trouve ça dommage qu'en 2024, l'arbitrage soit encore guidé par du sentiment et de la compensation. Parce que, certes, je peux comprendre que c'est difficile de siffler 3 pénaltys contre la même équipe, je l'entends complètement. Mais si tu dois le faire, tu dois le faire. La main dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, il Ouais. n'y a aucun monde. Elle bloque un centre. Alors certes, le joueur est à terre, mais le ballon, c'est dans son dos et il a les mains derrière lui pour se tenir en appui. Il n'y a aucun monde où ça siffle pas. Et s'il n'avait pas sifflé de penalty avant, il aurait sifflé celui-là. C'était obligé. Donc je suis désolé, mais je trouve ça dommage que la constance d'arbitrage n'y est toujours pas. Et on en revient toujours aux choses, c'est que les règles, malgré qu'elles soient écrites, elles sont toujours appliquées d'une manière différente. Et ça reste dommage parce que cette année, c'est une continuité du début de la saison jusqu'à encore aujourd'hui de décisions comme ça. Ouais. Au moins, ils sont constants cette année. Ouais, ils sont constants sur l'inconstance. Au moins, Ils sont Manchester. c'est ça. Ouais, exactement. Moi, pour ma part, le match, franchement, il n'y a pas vraiment de leçon à en tirer, hein. Comme je l'ai dit, c'était un de nos pires matchs cette saison. Pas dans le sens où on a tout raté, il y avait un faux Individuellement, il rythme. était mauvais. Ouais. Ouais, il y avait un vrai faux rythme. On n'avait pas l'impression pas dire maîtriser, parce qu'on maîtrise pas généralement nos matchs, mais au moins on arrivait à faire semblant d'avoir un semblant de maîtrise. J'ai trouvé qu'Everton nous a posé beaucoup plus de problèmes que ce qu'il devrait nous en poser, mais ça, par contre, c'est une constante. Quand on voit qu'on avait lâché la stat sur les tirs concédés, où on était avant-dernier, il y avait juste Sheffield qui nous devançait. Donc bon, surpris et pas surpris en même temps. T'es en train de Et dire qu'il va y on avoir un s'en grand tire. match Manchester-Sheffield. Ouais. Ah bah alors là, normalement, les gars, Et puis là, on c'est aura On 4 verra. artillerie tirs, on ouverte. aura 4 tirs à 8 sur le match. Mais ouais, au Après, final, on s'en après sort ce que 2-0. ce que tu vois de ce match-là, c'est peut-être aussi dû au fait que, collectivement, on n'a pas été si mauvais, mais j'ai trouvé qu'individuellement, on a été vraiment très, très Exactement. limite, et notamment un joueur, D'accord. et je lui crache pas dessus, hein, mais j'allais dire Casemiro. Oh, c'est Casemiro, là, un scandale. on avait le C'est un mauvais scandale. Casemiro, et ben, je pense que ça se sent énormément aussi sur notre manière où, du coup, Everton a pu nous marcher un petit peu dessus dans le Bah, dernier tiers. moi, je trouve que justement, contrairement à la semaine dernière, et je l'avais souligné dans les Mm. podcasts précédents, quand il est esselé au milieu, c'est là où tu vois le mauvais Casemiro. Et là, Là, tu avais heureusement qu'il y avait Mainou, mais c'est tout. Ils étaient deux, quoi, à nouveau. Everton pressait pas mal, donc il était souvent entouré de 2-3 gars, et on parle de Doucouré, Onana, qui viennent, qui te rentrent dedans littéralement. Oui, qui impose un challenge Et physique. justement, ça, c'est quand j'avais eu la même impression face à Luton, où il était complètement esselé et pressé de toutes parts. Là, il a du mal. Et hier, Et c'était cette configuration que j'ai vue, en tout cas. moi, ce match, pour moi, c'est le meilleur Symbole. symbole, ouais, mais c'est le meilleur alibi pour Ten Hag. Dans le sens Ah où oui, Ah oui, oui, clairement. tu regardes le Ouais, match ouais. et déjà deux choses. J'ai vu énormément de fans de United être mécontents d'avoir gagné ce match parce que Ten Hag a gagné. Donc ça, c'est bref, comme d'habitude, un scandale. Et de deux, t'as l'impression, ouais, bref, scandale. Et ceux qui disent, et là, c'est dommage que Adama soit pas là, j'ai envie de débattre avec lui sur ils ont pas de style de jeu. Et je sais plus qui l'a expliqué. C'était sur un Sky, je sais plus qui. Bref, et en fait, il expliquait que avec cet effectif-là, c'est impossible d'avoir un style de jeu clair. Déjà, il demandait mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un style de jeu?
Et le gars, l'autre personne disait, mais en fait, bah, ressortir le ballon proprement, avoir des envies claires, de jouer bloc bas, bloc haut, bref, exactement. Et le gars, bah, en fait, il devait être avocat de Ten Hag, parce qu'il expliquait justement, il disait, mais attendez, c'est-à-dire que vous avez des joueurs qui ont besoin de jouer, qui jouent un foot à risque. Et c'est Rashford, Bruno et Garnacho, qui perdent énormément de ballons, même s'ils créent, ils perdent énormément de ballons. Alors ça fait bien longtemps que Rashford est en galère sur le dribble et ça devient à chaque fois une mauvaise action, mais Garnacho, qui est bien plus efficace, Il en perd aussi. il en perd aussi un wagon. Donc, Oui. parce que même Messi, il n'était pas à 70% de dribble réussi. Donc c'est un jeu normal. Et il disait, donc tu perds des ballons hauts et tu as des défenseurs centraux qui ne peuvent pas jouer haut. Parce que tu joues avec Evans qui a 824 ans, que Varane, sa mobilité, même si hier c'est peut-être de nouveau le meilleur joueur, hein, mais sa mobilité ça devient complicado, et que ton latéral gauche, donc en théorie il te faut des gars rapides, c'est un défenseur central. C'est ligne de bas. Et donc tu te retrouves avec cet amalgame de joueurs où honnêtement, parce que sur les 3 derniers matchs, c'est 3 fois l'équipe qu'on a. Après, je ferai la liste pour défendre Ten Hag là-dessus. C'est les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain. Oui. Oui, c'est important de le dire. Sur le banc, il n'y a personne qui propose une meilleure solution. Quand tu vois la gueule de notre banc, ça fait pitié. Hein. Bah, déjà, quand tu sais que tu as ligne 2 gardiens sur le banc, tu te dis on a un problème. Et dont un junior. Mais ouais. C'est-à-dire que, en fait, tu fais ce qu'il y a de mieux. Et là, bah, Ten Hag, il est clairement dans un optique, bah, il faut essayer de continuer à. Et tu limites la casse. Hein. Et tu ne peux pas jouer avec ces joueurs-là, tout simplement. C'est-à-dire que là, j'en ai entendu beaucoup dire, ah oui, mais Liverpool, ils ont aussi beaucoup de blessés, mais ça continue à bien jouer. Je dis oui, totalement. Sauf qu'il y a 2 petites différences. C'est que je pense déjà que Klopp est un meilleur coach que Ten Hag, et Klopp, hormis Guardiola, en fait, c'est le meilleur coach du monde. Donc déjà, ok, tu vas pas remplacer Ten Hag par Klopp. Hein. Donc, première chose. Deuxième chose, Klopp, ça fait 10 ans qu'il est là, quasiment. Son équipe, il l'a construit entièrement, du début à la fin, c'est son ADN. Aujourd'hui, tous les joueurs qui sont là, c'est des joueurs qu'il a achetés ou qui sont sortis de formation et que lui a apprécié le profil et qu'il a pu modeler. Donc c'est déjà un poil différent. Là, j'ai regardé, alors j'ai pris la feuille de match du dernier match, hein, mais en gros c'est la même équipe contre City, contre Fulham, et malheureusement c'est quand même une bonne partie de l'équipe qui est là depuis le début de la saison. Hein. Tu rajoutes Maguire là-dedans qui a été quand même pas mal présent et qui monte aussi dans ce que je vais dire. Et donc en gros, je vais vous donner la liste. Et je vais mettre quelques petits commentaires à côté. Onana, ça c'est sa recrue, c'est son choix, et il est bon en première ligue. Oui. Je reviens toujours pas comment il nous a trouvé. J'ai jamais vu un gardien trouer son équipe autant. Après, ouais, mais le problème, c'est que c'était en début de saison, il était quand même plus fébrile de manière générale. Et là, je pense que si aujourd'hui on joue des matchs de Ligue des Champions, ça se passerait différemment, je pense. Mais lui-même l'a dit, il a enfin trouvé son adaptation. Donc, Lindelof, c'était déjà pas assez bon et on jouait déjà le même foot quand il était sous Mourinho, sous Solskjaer, sous Rangnick. Et petit point en plus, parce qu'il n'était pas bon sous ces 3 coachs-là, sauf qu'il jouait à sa place. Là, il joue latéral gauche. Donc, voilà. Evans, il n'était pas assez bon quand on était sous Ferguson, Moyes ou Van Gaal. Donc, mais il serait assez bon. C'est la faute de Ten Hag. Varane, il n'était pas bon sous Solskjaer et Rangnick, mais c'est sûrement le meilleur aujourd'hui. Des 3 derniers matchs, c'est peut-être notre meilleur joueur. Et c'est rien de waouh. Hein. Là, j'ai regardé la première mi-temps de Liverpool. Van Dijk, ils ont les deux le même âge, mais tu as l'impression que Varane, c'est vraiment la fin, quoi. Alors qu'il a 30 ans. Oui, en fait, j'ai trouvé ce qui me gêne chez Varane. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai trouvé ce qui me gêne. Individuellement, pas grand-chose, il est bon. En fait, ce qu'on attend, je pense, tous de Varane et qu'il n'est pas capable de faire, c'est qu'il n'est pas capable de compenser quand le défenseur central à côté de lui n'est pas assez bon. Et c'est dommage quand tu as un joueur de son calibre initialement qui soit pas capable de compenser. Je vais donner simplement l'exemple et je me tais. À l'époque, et c'est juste pour mettre pour une comparaison, tu prenais Ferdinand Prime, on a connu beaucoup de blessés et on tournait avec les jeunes, les 3 moyens, là, Smalling, Evans et tout, quand ils étaient même pas encore à leur top niveau individuel. Je parle bien individuel. Mais à ce moment-là, tu as Ferdinand ou Vidic qui était capable de compenser
le défenseur moyen à côté. Et ça, Varane actuellement est pas capable de le faire. C'est peut-être ça son plus gros reproche. Après ça, enfin, c'est un secret pour personne, hein, parce que tout le monde disait Varane au Real, s'il n'y a pas Ramos à côté de lui, Oui, quelqu'un ouais. d'autre. oui, Et en fait, pourquoi il est bon maintenant et pas depuis qu'il y a Lisandro? Parce que sous Solskjaer, c'était pas trop ça avec Maguire. Bon là, Lisandro est souvent blessé, donc il s'est enfin adapté, mais voilà, c'est pas non plus la Royce que nous avons dû. Où je veux en venir là-dessus, on va arriver après jusqu'à ça. Dalot, il est en nette progression, faut l'avouer, mais on parle Oui, il est régulier, il fait mais pas des top matchs, il est régulier. on parle pas d'un top latéral, loin de là en première ligue. Casemiro, il est archi mauvais cette année. Si tu prends il est pas aidé. Mais c'est pas. En fait, les gens se disent ah c'est Casemiro et ils ont encore l'image de Casemiro Prime. C'est plus ça. Et il a été blessé et tu vois qu'il a moins de mobilité et les défauts techniques de Casemiro se voient beaucoup plus parce qu'il n'a pas Kroos et Modric à côté. Et il est capable de jouer, d'être un bon joueur et d'être dans pas mal de matchs, c'était notre meilleur joueur. Hein. Ça veut dire aussi le niveau des autres. L'année dernière. Et même cette année, il y a certains matchs où c'était notre meilleur joueur. Mais par contre, et c'est peut-être notre meilleur 6 à la relance, hormis Meinou, qui peut jouer ce rôle-là. Mais techniquement, c'est top. Je suis désolé, c'est top. Et on va revenir je vais faire la liste, après on reviendra aux 5 premières minutes qui sont pour moi la vidéo qui doit prouver et arrêter le Ten Hag n'a pas de style. Bref. Donc Casemiro, Meinou, il est bon, mais c'est un junior. Rashford, il sort de sa meilleure saison en carrière, donc c'est pas de la faute à Ten Hag qu'il performe pas. Bah, il a déjà eu des saisons où il n'a pas performé sous Solskjaer, Mourinho et Rangnick. Donc voilà, je vais faire toute la liste plus rapidement. Garnacho, il sort des juniors. Fernandez, c'est le même Fernandez qu'on a sous Solskjaer et Rangnick. McTominay n'était pas assez bon pour Mourinho, Solskjaer ou Rangnick. Sur le banc, on a Camboila qui est un junior. Fernandez, on a même la version un peu moins bonne que sur les Gonards. Hein. Bah, on a la version du gars, on a le même joueur, sauf qu'il a moins de réussite et qui va avoir 30 ans. Quoi. Hein. Qui se donne moins physiquement. Parce qu'au moins, c'est bien McTominay, moins bon que ce qu'on avait. sous Solskjaer, au moins, il y avait un truc, c'est que physiquement, même quand il était très moyen techniquement, physiquement, c'est pour ça qu'on l'appelle CRS, c'est qu'au moins il faisait beau ouais, mais physiquement. on parlait pas du même joueur. On parlait pas du même joueur. Ah, pardon, j'ai été sur Bruno, moi. Ah, Bruno, pardon. Ah non, mais Bruno, en fait, il faut arrêter de penser à sa première saison chez nous, en fait. C'est une anomalie maintenant par rapport au Bruno de chez nous. Petite info, cette année, hors penalty, en première ligue, c'est 69 shoots pour 2 buts. Et en carrière, j'ai été regarder si on enlève les penalties. Un penalty, c'est un but, mais dans le jeu, hein, c'est près de 400 shoots, 396 pour 31 buts. Donc il a 7,8% de taux de conversion, ce qui est, par exemple, j'ai regardé un joueur qui a le même profil mais qui lui met une race. De Bruyne, il a près de 12%. Donc voilà. Bref. Et c'est un pourcentage. Quand tu dis des choses comme ça, c'est important parce que parfois les chiffres c'est biaisé. C'est un pourcentage en constante baisse parce que ce pourcentage est hypé par sa première saison où il a un très très bon taux. Parce que si tu refais de la même stat en enlevant la première saison chez nous, il est pas à 7%, il est à moitié moins. Hein. Cette année, il est à 2 buts sur 69 shoots hors penalty. Donc ça fait qu'il est sur une moyenne de 3,5. Donc bref. Donc Bruno Fernandes, McTominay, il a marqué des buts, ok, mais il n'était pas assez bon sur Mourinho, Solskjaer et Rangnick. Camboila, un junior, Oguneye, un junior. Amrabat, c'est pas une réussite. Et bon, après, il a jamais joué plus haut que la Fio et tout. C'était pas le milieu de terrain que voulait Ten Hag pour révolutionner. Non, et puis de toute façon, il est pas arrivé dans de bonnes conditions pour ne serait-ce qu'avoir et une adaptation et qu'on l'essaye durablement sur plusieurs matchs. Donc de toute façon, on perdu. Donc voilà. Donc après, tu as Collier qui est un junior, Eriksen qui a plus de cœur. Et qui a été signé gratuitement, c'est un cadavre, il peut plus jouer. Tu as Anthony qui est une erreur de casting monumentale. Le prix, c'est une erreur du club. Le choix du joueur, c'est une erreur de Ten Hag. Ça, il faut quand même lui imputer ce qu'il est imputé. Et Diallo qui a jamais rien montré dans une équipe de première division. Donc, pour résumer, sur les 17 joueurs de champ, je prends pas les gardiens parce que j'ai pas envie de parler de Tom Eaton et du deuxième gardien, je m'en bats les couilles. Sur les 17 joueurs de champ, qu'on a eu ce week-end, c'est la même chose face à City et Fulham. On a 5 juniors de 19 ans au moins, 2 cadavres, Eriksen et Evans, 5 joueurs qui ont déjà été dans cette exacte même situation dont on dit on peut pas jouer avec eux, sous 3 managers différents, certains 4, pas de BU, pas de latéral gauche, pardon. Et certains veulent nous dire ah oui mais Klopp il arrive à jouer avec des blessés, ah mais oui mais ils sont meilleurs, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas se faire dominer par Everton. Je suis désolé, on est d'accord là-dessus, mais déjà il y a 2 choses quand tu regardes, on ne devrait pas se faire dominer par Everton. Premièrement, il faut arrêter de sous-estimer le niveau de la première ligue. Premièrement,
Deuxièmement, il y a pas mal de joueurs quand même hier, trop de joueurs hier, qui auraient été titulaires chez nous, à Everton. Je dirais, si tu Oui. prends l'année, Braithwaite fait une meilleure année que Varane. Tarkowski est un meilleur défenseur que Evans. Leurs deux McNeil n'était pas mauvais, Mac- alors qu'il est formé chez nous. McNeil, il est meilleur cette année que pas mal de joueurs offensifs. Amadou Onana, même si j'aime pas ce joueur, vraiment, je veux pas qu'on le sait, c'est meilleur que McTominay. Et ils ont 2 latéraux, alors que nous, on n'a qu'un. Donc, on parle quand même d'un effectif de Everton qui lutte avec la relégation. Et si tu fais un combiné entre Everton et United hier, hein, parce qu'il faut dire, avec le retour des blessés, c'est différent, et ben, tu as quand même 4 ou 5 joueurs de Everton qui seraient dans le 11 combiné. Donc, c'est quand même un énorme problème. Et moi, j'en veux pas à Ten Hag. Et on arrive dans une situation en fait, où c'est la pire. C'est ce qu'on a vécu à la fin de Rangnick. C'est ce qu'on a vécu un peu à la fin de Van Gaal. Un peu. Non, Mourinho, c'est différent. Mais surtout les deux. Où tu sais que tu vas finir la saison. Tu sais que tu n'as plus rien à jouer. Tu sais que tu peux pas compter sur ces joueurs-là. Parce que je sais plus si on avait parlé, mais la dernière news, c'est que ils boudent parce que après le match face à Luton, ils n'ont pas eu un jour off. Ils n'ont pas eu leur jour off, ils ont pas eu le petit jour de repos là. Donc, je suis désolé, oui, j'aimerais, oui, moi, il faut savoir, Ten Hag, c'est pas mon père, hein, donc, s'il est viré demain, ça va me faire chier 1 heure parce que je pense que c'est une mauvaise décision. Et après, ben voilà, s'ils mettent Tourelle, c'est peut-être la fin de ma carrière de fan de Manchester United. Mais moi, je préférerais que si demain c'est Graham Potter qui doit nous remettre sur le sommet, je m'en fous royalement de qui sera le coach qui nous remettra au sommet tant que nous mettra sur le sommet. Même on lui dira merci. Qu'importe le coach, Ouais. il s'y met tout le monde d'accord, tout le monde lui dira merci. La Hein. question, c'est de pas se tromper de cible, en fait. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, si tu prends sur les 17 joueurs de champ, il y en a. Il a ramené Casemiro. C'est pas lui qui il le voulait pas. Hein, Eriksen. il voulait De Jong, hein, quand même. On parle de 2 joueurs totalement différents. Eriksen, mais qui était un truc gratuit. Faut arrêter de faire passer Eriksen pour on a signé un gars de 30 ans gratuit que personne voulait. Ok. Mais Evans. il en a fait un titulaire l'année dernière, donc. Oui, ça, oui, mais ça monte à tristesse de ce club. Et Anthony, qui est une erreur. Mais et Evans, mais bon, Evans, Evans, c'était non, gratuit, c'est pareil, c'est parce que c'était là. C'est Evans, lui qui a dit c'est qu'il pas voulait son le garder. choix, hein. Mais Evans, il en s'est vrai, dit, je suis dans la merde, je le prends. non, mais égal, et c'est un bon choix, Evans. Attendez, parce que si en fait, vous ne croyez pas que si on n'avait pas signé Evans, on n'aurait pas un défenseur en plus. Hein. Ah non, on aurait juste Ah un oui, défenseur en moins. Donc maintenant, Bah, vous c'est pensez, pour ça vous pensez à tous les matchs où vous dites, bah, en fait, il fallait rejouer le match sans Evans. C'est-à-dire sans un Non, mais défenseur c'est de ce que je métier. te dis, c'est que justement, il était là, bon, le club, comme d'habitude avec les anciens, on lui a dit: «Viens t'entraîner». Il a fait un match ou 2, il s'est dit: «Merde, je vais avoir personne». Lisandro, il revient de blessure, on sait jamais s'il retombe, ou Harry Maguire si on le vend. On est arrivé fin août, bon, bah, on le prend une saison. Au final, il a fait son quota de match, hein, mais Non, mais Ah, mais il a pas même l'idée fait de base. plus que son quota de match. Il Non, mais aurait au jamais final, jamais joué autant de matchs. Jamais. et au final, pour Evans, il a fait une super saison. Mais si t'enlèves, Ah oui, individuellement. si t'enlèves le pour Evans, il a été catastrophique. En Dans le fait, sens, il est bon défensivement, mais hier, ça a c'est une montré insulte au foot. Je suis désolé. C'est les Voilà. relances. C'est ces C'est relances ça. qui vont pas. exactement. Et, Défensivement, sur l'homme, les interceptions, le jeu aérien, OK, ça reste un défenseur. et tu Mais regardes, dans le jeu, c'est très difficile. tu Faut regardes les prendre sa 5 retraite, premières, monsieur, là. tu regardes les 5 premières minutes. Pour moi, c'est le meilleur, la preuve ultime de ce que veut faire Ten Hag et que ses joueurs sont incapables de faire et que c'est pas un manque d'entraînement. C'est juste une qualité technique qui est abyssale. Les 5 premières minutes, qu'est-ce qu'on fait sur la relance? Ah, Onana qui essaie de jouer propre. Et sur les 5 premières minutes, je crois que t'as Casemiro, il rate 3 ou 4 passes, j'avais envie de le tuer. Moi qui étais pour le garder. Evans, Evans, Garnacho, Casemiro, ils ont tous raté leur relance. Bruno, ils ont tous raté leur relance. ça, Tous. c'est des erreurs techniques et c'est des erreurs techniques qui sont pas nouvelles. C'est Casemiro, non. Casemiro, il a plein de qualités. Il a 31 ans, donc on voit que on voit que Casemiro, il a fait énormément d'années au top niveau. Donc, il a jamais un match où il fait une note de 1 sur 10. Mais on voit que c'est le bout quand même. Mais Casemiro, ça n'a jamais été fort, sa technique. Evans, il est incapable. Comment il
Dalot, ça va. Non, Dalot, il est bon techniquement, mais bon, il est jamais placé. Lindelof, ben, il a pas la mobilité. Garnacho, alors au final, c'est grâce à lui qu'on gagne le match, il nous provoque 2 pénaltys. Mais c'est un fils unique. Et moi, ce qui m'a tué, c'est donc après 5 minutes où Ten Hag voulait qu'on joue au foot, ça se voit sur le plan de jeu, il est clair là. Et tu vois qu'on a déjà galéré pour sortir 3 ballons parce qu'on jouait au ping-pong avec l'adversaire. Et au final, qu'est-ce qu'il fait sur une relance de Nana qui arrive enfin à passer une ligne parce que sinon les autres n'arrivaient pas. Il tente un geste technique en remise. Qu'est-ce qu'il fait comme geste? Je sais plus exactement le Ouais, il geste. fait la Cristiano là, pour Dalot. Et après, bah, Non, on perd la balle et on revient en défense. Et donc, c'est normal comme ça qu'on soit au bout. Hein. Petite coupure parce qu'on parlait des remplaçants. On va accueillir Adama qui sort du banc. Vas-y. Salut Adama. Salut les gars. Désolé pour le retard. On t'avait annoncé en illness. Mais finalement, t'es apte. On t'avait mis au bout de la liste des absents du club. Vu qu'il y a bien tu joues malgré la blessure. Ouais, toujours. Même en étant blessé, moi, je suis toujours là. T'as vu que Kamboala, Oguneye et Eriksen pouvaient être sur le banc. Tu t'es dit, bah moi aussi. Bah ouais, pourquoi pas. Du coup, on parlait du match. Ton avis sur le match d'hier? Il était nul. Oui, bon, ça, je l'ai vu en replay. Je l'ai pas vu direct parce que j'avais des trucs à faire. Mais vous infligez pas en replay. Et j'avais coupé toutes les notifications. C'est pour ça que je réagissais pas dans le groupe. J'avais coupé les notifications. Je l'ai vu vers 20h à peu près. Franchement, je m'endormais devant le match. Déjà, j'étais fatigué. Je mettais le match, c'était là, je regardais avec mon fils et il me disait, papa, c'est nul le match. Je lui ai dit, mais je suis obligé de regarder parce que demain j'ai podcast, donc je suis obligé de regarder. Tu lui as dit, si tu travailles mal à l'école, c'est ce qui t'arrivera ou pas? Non, je vais pas traumatiser. J'avais fait la même erreur face à Fulham. Je vais pas traumatiser. Et de toute façon, je savais qu'on allait gagner, parce que la semaine dernière, je me disais, ouais, on va gagner 2-1. Ouais. Bon. Finalement, c'était 2-0, mais aussi. Ça aurait pu être 2-1 parce que. Ouais, après, ils ont beaucoup de tirs, mais pas beaucoup d'occasions. Ouais, mais en fait, on a toujours cette faculté à laisser tirer l'adversaire, à le laisser approcher, à se mettre en position de frappe. Et ça tire beaucoup. Donc, heureusement que la Mano Onana est revenue. Un jour, ça va rentrer. Il suffit parce que là, Everton, ils sont nuls, mais tu mets une équipe qui a des gens qui n'ont pas des pieds carrés. Le but de Foden la semaine dernière. Hein. Après, Foden, c'est un peu différent. Mais moi, après, là, c'est un peu exceptionnel. Ouais. Moi, je pense que dans le sens vraiment où on les a bien cadenassés. Moi, je pense plus à. Il a déclenché, c'est passé, personne sur lui. Moi, je pense plus le match face à Nottingham où parce que face à City, on s'est fait rouler dessus. Donc voilà. Mais face à Nottingham, c'est le match qu'on perd, je sais plus, c'est le 2-1. Et c'est Gibbs White où et les 2 goals, on laisse en fait transition. Puis les 2 gars, ils shootent à 20 mètres. Une fois, elle est déviée, mais elle rentre quand même. Et l'autre, elle est sûre. En fait, un joueur lancé à 20 mètres en première ligue, une bonne partie, à part les nôtres, il marque. Hein. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Ten Hag sur ce point où en fait on a défendu pour pas avoir d'action dangereuse contre nous parce qu'au final ils en ont pas eu à part à la 2e minute. Mais si tu as un joueur qui t'es jamais à l'abri. Le goal que Rashford met, bon ils peuvent pas défendre mieux City, mais ça peut nous Rashford il tire. Tu peux te le prendre tous les jours. Rashford c'est pas un grand tireur, il tape, il bloque la cheville, ça fait lucarne. Bah nous on peut prendre des mêmes hein. C'est 1 tir sur 1000. Donc là, c'était celui-là qui il y en a quand même certains, on a laissé à 20 mètres. Alors, le tir de Rashford, je veux bien que ce soit 1 sur 1000. Il y en a certains, tu te dis, si c'est pas Onana qui tire, peut-être qu'on n'a pas le même résultat. Ouais, non, franchement, c'est ce que je me disais hier. Je me disais, si c'est pas Everton, peut-être qu'on encaisse. Tu mets une équipe un peu mieux, on peut encaisser. Juste un joueur un peu plus fin qui ouvre un peu mieux son pied pour un peu plus extérieur. Puis... Ouais. Mais par exemple, Dobin, il avait raté un truc où il avait fait la passe. Je sais pas si c'était une passe ou un tir. Il frappe. Et Davis la frappe. Bah tu vois, ça typiquement, tu mets un bon attaquant, il y a but. Ouais, ou alors tu mets note spéciale, c'est-à-dire tu mets et j'ai rien contre lui, mais c'est dans je pense que c'est sa manière de jouer et j'ai rien contre lui, je le dis. Tu mets Harry Maguire qui est un spécialiste de dévier les frappes et que ça rentre. Je pense que c'est juste sa manière de se mettre en opposition qui fait ça. C'est même pas contre lui, mais typiquement,
Moi, Lindelof, il met ses mains derrière lui au moins. Il met les mains derrière lui, comme ça, il se dit, Ouais. je fais le Ouais, mais au moins, il concède pas de main, il concède pas de pénal. Écoute, au point où on en est, c'est déjà bien. Le gars, Lindelof, quand il défend sur un tir, je me dis, au moins, il n'y aura pas penalty, mais c'est difficile de laisser plus de place au tireur, quoi. Donc, En parlant de penalty, on aurait dû avoir 4 penalties. Hein. Bah, merci, c'est ce que j'ai commencé en disant ça. Les deux de Mikolenko, je suis désolé, mais si alors, ça... j'ai entendu, j'ai pas vérifié. J'aime pas les siffler, je m'en fous parce que si c'est nous, on se le prend le penalty. Ah, nous, on aurait eu la VAR, ouais. ils auraient regardé tous les angles possibles et ils l'auraient sifflé. Après, de ce que j'ai entendu, j'ai pas été vérifié ça, attention. De ce que j'ai entendu, le premier, c'est une décision de l'arbitre quand il shoot sur le bras. Et ça, il aurait pu être sifflé, mais il n'a pas été sifflé, c'est une décision. Par contre, quand il est par terre et qu'il fait du breakdance et qu'il décide de faire une manchette de volet, il paraît, alors, je dis, j'ai pas vérifié, il paraît que la règle est très claire et dit que non, c'est pas penalty. Ouais, mais quand c'est nous, ils vont checker tous les règlements avec toutes les petits alinéas et ils vont trouver le truc qui va faire que ça va siffler. Mais pourtant, je veux pas l'arbitrage. À la VAR, ils ont tous les anciens penalties quand c'est contre nous. Puis ils vont chercher quelle jurisprudence on va prendre. Jurisprudence, oui, c'est tout. Et surtout la documentation possible. Non, on doit avoir 4 penalties. Je suis désolé. Everton, au moins 3, c'est sûr. Everton, j'ai trouvé quand même assez faible. Oui. Moi, je l'ai dit plusieurs fois sur le terrain. Je sais que sur le chat avec je sais que Mohamed, je sais plus les autres, mais je sais que Mohamed, on est d'accord là-dessus, mais je sais que Onana, Amadou de Everton est scouté et apprécié par nos scouts. Je ne vois pas. Pour moi, 40 millions pour ça. C'est McTominay qui a fait un peu de muscu et qui était au soleil. Souvenez-vous, quand on en avait parlé, je vous avais dit bonjour, j'attends de voir les recrutements au prix d'un McTominay qui seront meilleurs qu'un McTominay. Typiquement, ça c'est l'exemple de. Non, 40 millions à Amadou Onana, c'est de l'escroquerie en bande organisée. Là. Attends, mais ce sera pas 40. Hein. 40, ils ont payé 30, je crois. Il était à Lille, je crois. Lille, ça fait un. Ils l'ont payé déjà 30. Oui, en fait, pourquoi on le prendrait en titulaire, en remplaçant parce que faut se court, en fait. Ouais, faut se projeter parce que déjà tu mets Mainou sur le terrain. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, ça c'est sûr, tu le mets sur le terrain. Donc, ça veut dire que en gros, tu veux mettre 2 Renois au milieu de terrain. Non, mais non. Non, c'est pas. Le problème, c'est qu'il a un profil ni 6 ni 8. Enfin, franchement, je lui trouve pas. Mis à part sa qualité athlétique. J'aime bien. Personnellement, moi j'aime bien, mais. Athlétiquement. Ouais, mais. Après, Mohamed, t'as mis le doigt dessus. Hein. Nous, on aime bien les profils qui n'ont pas de profil. Hein. Donc, les mecs qui sont moyens un peu partout, tu sais. Ceux qui sont moyens partout, ça c'est notre marché. C'est un peu ce qu'on aime bien, nous. Hein, les trucs où tu le prends, tu dis bon, on verra ce qu'on fait, on bricole. Ouais, on peut le mettre à gauche, après on peut le mettre au centre, on peut le mettre à droite. On le mettra peut-être central, il a une grande taille. Ouais, il a été acheté 35 millions en 2022 à Lille. Donc, jamais ils nous le vendent 40. Et ils vendent 50 ou 60. Mais j'arrive. Après, bon, moi, je me prétends pas du tout. T'as le prix PL et t'as le prix Manchester. Après, moi, je me prétends pas du tout scout. Et des fois, je pense que je ferais mieux que les scouts chez nous. Mais bon, des fois, je ferais aussi des dingueries. Il est pas nul, mais en fait, je vois pas dans quel style de jeu on le mettrait en fait chez nous. Que ce soit avec un autre coach, tu vois. Mais en fait, tu le dis différemment. Est-ce qu'il joue à Non, mais voilà, en fait, il joue à Everton. C'est pas ce joueur-là qui va faire passer un gap, en fait. C'est pas lui qui va te faire passer un gap. Donc là, si on part dans une nouvelle phase où tu te dis on veut monter d'un cran, c'est pas un joueur comme ça qui va te faire monter d'un cran. Si on veut contrôler le jeu au milieu de terrain, tu pars pas sur ce type de profil, tu vois. Après, si tu veux presser et rentrer dans l'adversaire. McTominay, Onana, tu mets Amrabat, Casemiro, et là c'est bon. Là c'est Joga Bonito là. Et tu mets Maguire derrière, et Lindelof, tu gardes. Martinez, tu le mets sur le côté gauche pour rester bien compact en défense. Mais c'est vrai que quand je le regarde, je me dis vraiment. Mais tu sais qu'il y a des rumeurs de lui aussi au Barça et tout ça. Je dis bon, généralement quand un joueur intéresse au Barça, c'est le moment où il faut pas écouter justement. Mais non, mais nous on n'a pas de DS, donc toutes les rumeurs sur les joueurs, c'est toi-même qui l'as dit, Antoine. Tout ça va être du bullshit.
Alors, Moi, je prête pas attention. il y a une rumeur qui est très insistante et qui, je vois pas un monde où ça se fait pas, c'est Michael Olise. Mais sur Onana, par contre, tu voyais, en fait, juste avant que tu arrives, j'ai fait la liste des joueurs et tout, et c'est un scandale. Ce qu'on arrive, en fait, il y a des gens qui devraient prendre de la prison pour les 17 joueurs de champ qu'on a eu sur le banc hier. Donc, il y a 5 juniors de 19 ans au moins, sur 17, donc un tiers. Tu as 2 cadavres, Eriksen et Evans. Peut-être si tu les fusionnes, les deux, peut-être qu'ils font 15 secondes au 100 mètres. Tu as 5 joueurs qui ont déjà été catastrophiques sous au moins 3 managers chez nous. T'as pas un seul BU et T'as pas de latéral gauche. pas un seul latéral gauche. En fait, je suis désolé, mais même moi, quand je suis bourré sur FIFA, même moi, sur FIFA, quand j'avais 12 ans et que je voulais acheter Messi pour mettre au milieu de terrain, c'était mieux que la construction d'effectifs qu'on a. Ben, on le sait. Hein. Et tu regardes la liste des gars sur le banc, en fait, où on peut en vouloir, même la liste tout court des joueurs, où on peut en vouloir à Ten Hag, c'est sur un seul joueur, c'est Anthony, c'est une erreur de casting monumentale. Mais les autres, tu dis, oh là 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 là. Et on parlait de Bruno qui a fait un match qui est pas si dégueulasse. Ouais, ça je l'ai dit en off et je le redire ici. Moi j'avais déjà dit et Mohamed était d'accord avec moi. On voulait essayer Bruno en faux neuf et je trouve que en l'absence de Højlund, parce que bien sûr je veux Højlund tous les jours à ce poste à sa place, il n'y a pas de sujet, c'est en l'absence de Højlund. C'est l'endroit où Bruno me déplaît le moins sur le terrain. Je préfère le voir vraiment de là-haut, moins dans le cœur du jeu, moins toucher le ballon, être plus un peu en avant-dernière passe, ou dernière passe même, que dans vraiment, en fait, toujours pareil, l'éloigner de la construction. Là, je le voyais moins faire le quarterback, je le voyais plus contrôler. Mais il est redescendu dès qu'on commençait à perdre des ballons. Il s'est dit bon. Après, il est redescendu. Mais tant que tu respectes le plan de jeu entre guillemets, vraiment, je le préfère vraiment plus haut. Je veux dire, je préférerais, vous savez mon point de vue, qu'on ait un numéro 9 remplaçant et qu'on n'ait pas besoin de bricoler et qu'on ait un mec qui soit capable de marquer, pas tous les matchs, mais qui soit capable de marquer ses 15 buts dans l'année. Mais là, en l'état, parce qu'on est obligé de faire en l'état, je préfère voir Bruno à cet endroit-là, Crashford, sans aucun souci. Si je dis pas de bêtises, il y a des chances que Højlund soit de retour pour Liverpool. Alors, Ten Hag a dit qu'il serait de retour pour Liverpool. Il a dit que le joueur travaillait pour être. Non, il a dit une chance. Il a repris l'entraînement. Justement, même, il a utilisé une formulation différente que de Maguire et Wan-Bissaka. Ça laissait suggérer que c'était pas le même traitement. Wan-Bissaka a repris l'entraînement, Maguire, ça sent bon, mais Højlund, il y a bon espoir d'être de la partie. Voilà, bon espoir. C'est encore relativement incertain. Ouais, ça relève de l'espoir. Après, c'est toujours pareil. Le précipiter pour le retour, si c'est le refaire venir et qu'il se pète dans la foulée, non, je préfère qu'il rate un match de plus. C'est toujours pareil. On va perdre, donc ça changera pas grand-chose. On est d'accord. Le problème qu'il y a, et c'est toujours ce double discours de merde dans ce club. Je sais pas pourquoi on supporte ce club. C'est que, en fait, dans un monde idéal, t'as compris que ta saison était terminée. J'espère. Il te reste la Cup, donc tu la joues. De toute façon, elle sera terminée dans une semaine. C'est ça. Donc maintenant, si tu es un club qui est bien géré, qu'est-ce que tu dis? Tu dis à Ten Hag, tu as deux choix. Soit, alors moi je sais que je suis pour le garder, mais tu as deux choix. Tu lui dis maintenant, ok, on comprend ce qui s'est passé cette année, on te laisse la chance l'année prochaine, mais par contre, commence à travailler maintenant avec les joueurs et essayer quelque chose. Que tu veux l'année prochaine et que tu auras l'année prochaine. Sur ça, je serais d'accord. Ou tu lui dis direct aujourd'hui, écoute, on pense que on peut jouer le titre avec cet effectif, ou on pense que t'es pas le gars de la situation, si je veux être plus gentil. On t'a acheté un billet retour pour les Pays-Bas, et il est valable au mois de juin. Et tu lui dis ça, et comme ça, on arrête cet environnement toxique qu'il y a autour du club. Les joueurs arrêtent aussi de... Et au final, tu t'en fous. Après, tu peux le faire dès dimanche prochain quand on sera éliminé. Mais c'est ce que je disais avant au début du podcast à Jérémy. Je suis désolé. Ten Hag, sa place l'année prochaine, elle ne doit pas dépendre d'un parcours en FA Cup. Non. Non, c'est ridicule. Et donc, je me dis, et on sait que la saison est terminée, dans le sens où on a 8 points de retard sur Tottenham et Aston Villa, qu'on n'a toujours pas de BU et qui reviendra, on n'a toujours pas de défenseur central, on n'a toujours pas de latéral gauche. Ça, on a toujours ces problèmes de blessures et ils seront encore là un moment et il nous reste des gros matchs. Bref, donc, il faut que tu donnes la stabilité au groupe et que tu dises,
bon, ben, tu peux aussi dire à Ten Hag, écoute, on te garde une année, mais on n'est pas content. Tu peux aussi le dire, hein. Mais, et on veut voir autre chose. Mais continuer comme ça, en fait, moi je comprends Ten Hag. Alors déjà, vu l'effectif qu'il a depuis 3 matchs, même depuis le début de saison, hormis les blessures, c'est impossible de produire quelque chose qui te fera gagner. Les seuls matchs où on a été bon, c'est les 3 matchs, 2 matchs où on a eu tout notre effectif au mois de janvier, là, où on a écrasé Wolverhampton dans le jeu et tout. Et c'était qui l'autre équipe? Ou c'était pas Wolverhampton. Moi, je vais aller regarder la liste des matchs de Lisandro Martinez. Contre Chelsea, c'était bien. Contre Ouais, mais Chelsea, je compte pas mal. difficilement le match contre Chelsea parce que Chelsea, c'est un peu comme quand on jouait Leeds. Ils ont un système de jeu que il nous va. C'est une match-up où, quoi qu'il arrive, ça convient à nos joueurs. Il y a eu énormément d'espace. Ce match, on le gagne, mais on aurait pu aussi. On aurait pu aussi le Ouais, faire, vous faire match nul. ouais, si tu prends dans le jeu, ce qu'on a fait contre West Ham, Wolverhampton et Tottenham, c'est là où on a été les meilleurs cette année. Et même après le match contre Aston Villa, on a été bon. Ouais, ouais, Et c'est les 3 seuls matchs, bizarrement, où on avait une bonne partie de notre effectif. Bref, où je veux en venir, c'est que tu dis à Ten Hag aujourd'hui, écoute, X ou Y, t'es viré ou t'es pas viré. Et, et on avance là-dessus parce que là, comme le début du podcast, c'était sur Ineos, sur le stade, sur plein de choses. Et je disais justement que Ineos, ça fait 2 mois, 2 mois et demi qu'ils sont là. Et on n'a toujours pas de directeur sportif. On a une incertitude sur le coach. On a une incertitude sur l'avenir, sur tous les postes, en gros, hormis Berada. Et que tu peux pas attendre fin avril pour dire à ton coach, écoute, on te dégage ou écoute, on te garde. Hein. Ouais, lui, de toute façon, Ten Hag, il part du principe qu'il reste, mais tu peux pas lui dire fin avril, on te dégage, quand en même temps, Liverpool, le Bayern et le Barça cherchent un coach déjà actuellement. Et donc, si c'est pour se terminer avec Graham Potter, on dit bon, ben, on essayera, tu veux que je dise quoi? Mais si c'est pour rester avec cet effectif-là et prendre Graham Potter, eh ben, on aura magnifiquement perdu encore une année, quoi. Parce que j'espère que les gens sortent. Tu ne gagnes pas forcément au change en plus. Alors ça c'est moi je pense que non, mais bref. Mais j'espère que Dave Brailsford, Berrada et potentiellement Ashworth, j'espère qu'ils ont vu quand même ces joueurs et qu'ils ont compris que le problème principal, c'est le niveau de cet effectif et on a un compost de mauvais joueurs qui date depuis Van Gaal en gros. C'est-à-dire qu'on a des déchets qui sont là et qui jouent trop. Tu prends Lindelof, Evans. Evans, c'est un déchet de. Il y a bien longtemps. Des gars, Evans, Lindelof, Maguire, McTominay, Bruno, Rashford et tout, c'est des joueurs qu'on a déjà vus sous 4 managers différents. Je pense pas que l'année prochaine, si tu mets Graham Potter ou De Zerbi, je pense pas que Rashford, ça devienne Vinicius Junior. Donc, j'espère que le club va enfin comprendre qu'il faut soit tu donnes à ton coach le coach qui serait Ten Hag, les possibilités de dégager tous ces joueurs qui rentrent pas dans son rôle et prier aussi qu'on ait moins de blessures. Soit tu dis à ton prochain coach, ok, bon bah tu viens. Par contre, il n'y a pas de période de je laisse une chance à tout le monde comme on fait à chaque fois. On a vu que ces joueurs-là n'étaient pas assez bons, donc on va te les changer même si tu les as pas encore coachés. Donc voilà, en gros, où je voulais en dire, c'est que sur la première partie, Ineos, il va quand même falloir commencer à se bouger. Et toute cette incertitude, ça amène quelque chose de très négatif dans ce club. Ouais, ça avait bien commencé et là, il y a eu de beaux discours, mais pour l'instant, au niveau des actes, et pas trop ça, quoi. Et tu prends même l'environnement, tu vois, les joueurs qui ont réussi à se plaindre parce qu'ils n'ont pas eu un match, un day off après le match face à Luton. On les connaît, ces joueurs, ils ont fait la même chose avec tous les autres coachs, donc on les connaît. Mais tu vois, il y a une mauvaise ambiance au niveau des joueurs, il y a une mauvaise ambiance au niveau des supporters, où il y a des Ten Hag in, Ten Hag out, on revit la même chose que sous Solskjaer et Mourinho. Hein. Et il y a un environnement toxique tout autour de Manchester United. On n'a pas une news positive depuis Berrada, en fait, hein, quand même. ouais. Et je pense pas que tu peux t'épanouir. Le club et les joueurs peuvent pas s'épanouir et progresser, que ce soit avec ce coach ou pas, dans cette incertitude-là. Comme j'ai dit, Klopp aujourd'hui, il a joué avec beaucoup de blessés face à City. Ils ont dominé City. Mais les fans de Manchester qui comparent ça à Klopp qui a travaillé pendant 9 ans, qui a amené tous ses joueurs, qui a promu tous ces jeunes joueurs parce qu'ils fitaient son système. Tu
peux pas le comparer ça à une année de, de Ten Hag. Donc, le club doit bouger maintenant. Non, bah oui. Le club doit bouger. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il faut arrêter de se tromper et il faut prendre quand même des décisions. Parce que l'attente, le fait d'attendre comme ça, en fait, tu desserres tout le monde. Et même le club. Ouais. Parce que le club, c'est-à-dire que si tu arrives fin avril, on sait que Xabi Alonso, ce sera soit Bayern, soit Liverpool. Et ça Et sera après, Bayern. je suis pas spécialement pour Xabi Alonso. Après, mais toi, je te dis, Mais ça fait qu'une saison, tu vois. ouais, je suis assez Et en d'accord. plus, de passer de Leverkusen à un top club, c'est un autre métier. Je suis totalement pareil. d'accord. C'est le mec à la mode. donc, Ten Hag était le mec à la mode, hein, les gars. Donc avant qu'on le prenne, mais C'était- mais c'est dire que de toute façon, tu as un de ces deux clubs et après, t'as qui De toute façon, De Zerbi, il va falloir payer une dizaine Non. de millions, mais De Non, Zerbi, et puis même, il y a une incertitude de Zerbi. Parce que coacher Brighton est passé Ouais. à Manchester United. moi, j'en Non, veux mais pas de Zerbi. Adama, ta réponse, elle est simple. Il y a qui est disponible actuellement en coach qui a déjà coaché des top clubs? Zidane. Sur le marché, personne. Conte, Zidane, Oui, Zidane, pardon. Nagelsmann, Mourinho. Tuchel. Ouais, Et vous avez envie d'un de ces quatre-là? non. Alors, les gens qui ont peut-être oui pour Zidane, mais bon, moi perso pas trop, mais après, Non, je Zidane, peux non. comprendre ceux qui Et- voudraient. Zidane, non. De toute Zidane, façon, il a Zidane, il jamais viendra pris de pas. risque. Il a jamais pris de Mais risque dans non. ces cas. Il a gagné 3 Ouais. champions. Il parle pas anglais, donc En il plus, viendra il parle pas. pas accomplissement historique. Et Mais l'Angleterre les n'a pas l'air gens- de Et l'intéresser. puis les gens ont vite oublié des critiques des fans de ceux qui disent il n'y a pas de fond, il y a pas de jeu, style de jeu sous Manchester United. Alors, les fans de Zidane, Real c'est pensaient pareil. exactement la même chose avec Zidane, sauf qu'il avait Kroos, Modric, Casemiro, Marcelo, Ramos, Ronaldo. Benzema, Bale, et qu'il gagnait quand même, et que il avait une aura incroyable. Mais donc voilà, Kanté, je pense que c'est mort. Ça fait un moment qu'on l'entend plus, Conte. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire, si tu Non, bah tant mieux. Quand- Un mec qui va être le bordel 6 mois et qui sera parti 6 mois après, ça va. Tourelle, c'est quel profil? Tourelle, il fait ça à Ah, chaque fois. c'est. Tourelle, ça s'est Ouais, mal Tourelle fini. aussi. Mayence, Tourelle, c'est la bagarre aussi. Non, mais on le sait, sur le marché, t'as pas mieux. Il y a pas mieux, il y a peut-être aussi bien, mais pas mieux. Qui a entraîné Bayern. T'as qui Mais- dit Nagelsmann. Nagelsmann. De toute la liste, moi, Ouais, c'est celui qui En fait- se rapproche le plus. en fait, moi, j'aime bien De Zerbi. Je veux dire, si on doit remplacer Ten Hag, j'aime bien De Zerbi, mais c'est un risque. Et Nagelsmann, C'est un en fait, gros risque. t'as pas Pas de, sûr, moi. De Zerbi, ouais, mais quand je dis, t'as pas de Klopp ou de Guardiola dispo. T'as que des paris. Après, chaque coach est un pari. Hein. Ancelotti a En fait, si Klopp, Oui, il sera dispo, mais bon. Oui, bah voilà. Mais oui, en retraite. Il attend l'Allemagne, je pense. Ouais, moi aussi. Mais donc, en gros, de ceux qui sont où je me dis, allez, Nagelsmann et De Zerbi. Vraiment, mais les autres, c'est-à-dire que si je vois pas Berada, les autres, on peut pas encore dire, mais Berada, qui est quelqu'un de très respecté, de dire, attends, je vais prendre Tourelle. Tourelle qui a, On verra. on a fait son palmarès hors ligne pour les clubs qu'il a Ouais, c'est coaché, c'était vrai. Ouais. pas ouf. Et en plus, les vestiaires ont à chaque fois explosé. Et donc, au final, tu te dis, justement, moi, dans cette incertitude-là, avec l'euro, avec un mercato qui s'annonce volumineux, et il doit être, Ouais, et puis il doit on être a- rapide. Et donc, mais moi, aujourd'hui, J'ai Ten Hag aujourd'hui, on te confirme. Peu importe, on finit 4e, pas 4e, comme ça, moi. et puis On travaille. les fans, On travaille. aussi, il n'y a plus cette guerre, parce qu'on a de nouveau cette guerre dans les fans entre les Ten Hag in, Ten Hag out, comme on a eu Solskjaer in, Solskjaer out, et comme on a à chaque fois. Et des fois, tu te demandes si le club laisse pas exprès fuiter ce genre d'informations, tu sais. J'ai même envie de plus loin, d'aller plus loin. Si tu confirmes, tu as les joueurs qui vont se dire bon, bah putain, on peut pas le faire virer, il a été confirmé. Ouais, et maintenant, il peut mettre On peut pas- les joueurs entre guillemets problématiques sur le banc. Si tu as un joueur qui est Déjà, problématique, et et ça, tu les mets sur le banc. Parce que ceux tu qui lui pensaient dis aussi, qu'en faisant tu lui dis aussi que la fin de saison, les résultats n'ont pas d'impact sur son avenir. C'est-à-dire, C'est ça. Donc, et qu'on aura quelques retours de blessés un jour. et moi, je suis pas. Moi, je trouve aussi que c'est changer pour changer. Et là, pour le coup, ça sert à rien. C'est vraiment juste Ineos qui disent bon, bah, on arrive, on prend position du sportif, bah, on met notre coach à nous. Et tu l'as dit tout à l'heure, Antoine, hein, mais tu vas perdre une saison. Alors que là, il a déjà fait l'état C'est des pas lieux. forcément la bonne chose. Hein. Et Ça fait. Il par sait, contre, il sait à peu près où cibler, quels joueurs sont fiables, de confiance. Nous, on les connaît, mais maintenant, Ten Hag les connaît aussi. Donc, tu peux cibler déjà ton mercato et préparer dès maintenant avec Ten Hag et bien sûr avec des gens compétents autour de lui, parce que là, ils sont toujours pas là, malheureusement. alors, ils sont toujours pas là, ça c'est sûr.
donc ça bouge un peu, hein, le club bouge, même si Dana Schwartz n'est pas encore là, ça c'est sûr. Et une autre chose, c'est que si tu changes pour changer, ok, alors je sais que ça se fait beaucoup quand tu as une nouvelle direction dans n'importe quel sport, même pas que dans n'importe quel sport, hein, dans n'importe quelle entreprise, pas- souvent. Pour nous, c'est pas la bonne idée, je pense. Moi, je pense pas que c'est la bonne idée cet été. Si on était honnêtement, je te dirais, si on était dans une année off où tu n'as pas de JO, pas de Coupe du Monde, pas d'Euro, et que tu as vraiment 4 mois pour changer, et que tu as et que Ineos c'était déjà en place depuis, bah, je te dirais, toi, l'été prochain. Si ça se passe mal, c'est l'année où changer. Quoi qu'il arrive, toi. Parce que tu te dis, tu as du temps, tu vois quel est le problème et tout, et tu peux faire ce choix-là. Ten Hag, là, tu peux pas faire ce choix-là, honnêtement, parce qu'en plus, il a des circonstances atténuantes Exactement. et qui sont quand même très importantes. Et en fait, il y a des gens, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de sauver leur place dans le club, alors que c'est à cause d'eux qu'on a cet effectif-là, je trouve ça assez comique. Comment dire John Murtaugh sans le prononcer? C'est moche. C'est Voldemort. et tu te dis, bah en fait, les gars, c'est-à-dire que tu vas le virer après 1 année et demie, mais en fait, ça veut pas dire que tu laisses du temps à un coach que ça va fonctionner. Okay, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre tout le temps les exemples de Arsenal et Liverpool. Mais Arsenal et Liverpool, s'ils avaient fait la même politique que nous, ça veut dire en disant à Ten Hag, Arteta, il serait pas là. et Klopp non Ah plus. non. Et Klopp non plus. Et si on leur avait, en plus nous on leur a dit, on a dit à Ten Hag, en gros, bah tu joues avec ce que tu as. Et pas de chance pour lui aussi. Lisandro Martinez, son décès clé, bah, il est out toute la saison. Mount, qui était une recrue clé, même si j'étais contre ce positionnement-là, mais bref, il est out. Ton BU, il est out. Et en fait, tous les joueurs clés. Casemiro était blessé. Casemiro, c'est même pas ton choix. Donc toi, bref, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et en plus, moi, je trouve ça tellement hypocrite d'attendre les résultats et de le virer maintenant, et de lui dire, ah, mais tu t'es pas qualifié pour avec des champions. Oui, mais frérot, au mois de janvier, quand il a demandé juste des prêts pour essayer de combler un minimum les trous avec les blessés, on a dit non. On a dit non. On lui a même annulé un joueur qui était déjà en prêt. On lui a dit on a plus besoin. On lui a dit non, t'inquiète, Malacia et Shaw, ils sont de retour au mois de janvier. Et donc ils ont pété le prêt de Reguilon. Il est décédé. On est le seul club à tuer des joueurs. Lui, il est vraiment décédé. Et on lui a dit ça. Avant, c'était une image. Là, c'est la réalité. Et ça montre l'amateurisme de ce club. C'est-à-dire que tu as des responsables qui ont dit non. Alors, il y a des responsables médicaux qui ont dit non, Malacia sera de retour au mois de janvier. Là, il y a des infos du club qui sortent comme quoi ça dit qu'il ne rejouera pas. Hein. Alors, il ne jouera pas cette année, mais il y a des doutes sur la suite de sa carrière. Donc, comment il pouvait être fit en janvier, hein, ouais. Et Luke Shaw, qui ont parié sur la santé de Luke Shaw. Désolé, il y a peu de choses sur lesquelles je peux. Il y a peu de choses sur lesquelles je peux ma maison. Moi, j'aurais eu une réflexion vraiment bête. Tu as 6 mois où les 2 gars de ton poste, ils sont pas là. Tu as vraiment espoir même s'ils reviennent, tu as vraiment espoir qu'ils resteront fit les 6 autres mois de la saison. Et qu'ils seront performants. Et qu'ils seront performants en revenant. Ils sont deux. Je ne demande même pas à ce qu'ils soient performants, déjà juste qu'ils soient présents. Ça pouvait se tenir. Moi, tu vois, le raisonnement que j'avais, c'était que Malacia elle allait revenir parce que j'avais bon espoir que Malacia revienne. Au final, non, il n'est pas revenu. Mais après, au-delà de ça, c'est que même quand Reguilon était présent et il était nul à chier. Non, mais il le mettait même pas. Il mettait soit des fois il mettait Lindelof, des fois il mettait Dalot. Donc il peut pas aujourd'hui. Il peut pas aujourd'hui se plaindre de dire oui, mais là j'ai pas d'arrière gauche. Quand tu l'avais, tu le mettais sur le banc et tu mettais. Il avait au moins une solution de repli, même s'il J'entends. pas, il avait au moins une solution. J'entends. Et dans les matchs que tu domines, il pouvait le faire jouer parce que tu avais un gars qui avait la possession. Là, il peut pas. Bref, en fait. Du coup, on n'aura pas eu le temps d'aborder Solskjaer parce que je pense qu'on est sur la fin là. Donc, juste un petit mot aux auditeurs. Si vous ne l'avez pas fait, essayez vraiment d'aller trouver la retranscription de l'interview de Solskjaer. Elle est assez intéressante qui s'est passée. Il parle de pas mal de choses. Qu'on aime, qu'on n'aime pas le coach, c'est pas le sujet. Il parle pas mal de choses sur. Il parle pas mal de choses sur l'intérieur de ce qui s'est passé, qui a des droits de veto sur les transferts. Ce qu'il dit sur Ronaldo, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il te dit quand même que pour lui c'était la bonne idée, mais il fait de la politique de mort parce que il aurait mieux fait qu'il signe pas. Non mais attends, il ose le dire. Pas beaucoup de coachs oseraient dire ce genre de choses quand même. C'est son pote.
Mais qu'importe, en tout cas, il dit pas mal de choses sur le club d'interne pour un coach qui ne parle pas souvent parce que, comme je disais, en opposition, t'as Mourinho qui ouvre tout le temps sa bouche, le Van Gaal il ouvre toujours sa bouche, donc c'est des discours que Rangnick, ils ont été l'habitude obligés. d'entendre comme après match. Ils ont été obligés de signer un DNA pour pas qu'il balance tout. Voilà. Tandis que Solskjaer a enfin un petit peu parlé, donc ça vaut le coup. Allez écouter, c'est très intéressant. Et n'écoutez pas que les brides qui sont sortis du contexte des médias. Écoutez en entier ce qu'il veut dire et tout, c'est très intéressant. Notamment, il parle sur le fait que Manchester United achète pas assez de jeunes. Il parle sur le fait, comme je disais tout à l'heure en off, que Haaland, alors il a proposé quand lui-même n'était pas coach à Manchester. Manchester a dit non, on a ce qu'il faut, on n'en veut pas. Quand il était coach, quand il arrivait, il a dit je veux qu'on le prenne. Il a une clause où on peut le prendre de suite, une clause de résiliation. Le club a refusé. Et ça fait un peu écho quand on disait dans les autres podcasts qu'on ne tente pas assez certains jeunes. Bah, c'est l'image parfaite parce que c'est la preuve par A plus B. C'est le mec qui est passé par là qui te le dit. Il te le dit, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas tenté alors que le coach le demandait. Et allez écouter, c'est intéressant. Il a aussi parlé de ton gars sûr, Declan Rice. Il a dit que mais voilà, et il parlait du prix, il disait qu'il le voulait, bref, allez écouter, c'est intéressant. On n'en parlera pas ici, mais allez écouter, c'est très intéressant. J'avais juste un dernier point vu que Adama nous a rejoint en cours de route et qu'il n'a pas eu le temps d'y répondre. Vu qu'on a parlé du stade, tu serais pour la construction d'un nouveau stade ou rénover Old Trafford, toi? Si c'est le cœur, je te dirais qu'on on rénove Old Trafford. Si c'est la raison, faut tout raser. Non, on te demande de choisir. On a compris, ça on le sait, on te demande de choisir. T'écoutes ton cœur ou la raison? La raison, toujours. Ok. Dommage que tu n'étais pas là parce que tu aurais été le seul à faire ce choix. Tu aurais été le seul compte parce qu'on était tous les trois à garder Old Trafford, en sachant que c'est pas un choix de raison, mais on l'aurait quand même fait. Et t'es pas obligé de détruire, hein. Rénover, c'est aussi une option. C'est que ça plus. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est soit rénover Old Trafford, soit construire ailleurs. Oui. Garder la choix qu'on a comme stade aujourd'hui, c'est pas possible. Hein, donc. Non, on se construit un stade à 100 000 places, ultra moderne, le meilleur stade du monde. Allez, feu. Puis il n'y aura personne dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, les fans qui viennent à Manchester regarder le match. Dans tes premiers souvenirs seront des jongles de McTominay. Tu seras bien content dans ton nouveau stade. La présentation de McTominay alors. un dédoublement McTominay-Lindelof. Là, j'en ai bon. Voilà. Et en plus, on va déterrer Malacia. Non, mais justement, on le laissera enterrer sous les ruines. On va peut-être enfin toucher au bonheur. Il est sous le stade. C'est ça le problème, c'est qu'on a un cimetière indien, un cimetière néerlandais sous le stade. Parce que c'est le seul endroit où on a Pogba. Merci Pogba. Marabouté. Bon, donc les gars, c'est comme ça que se termine ce 55e podcast. Donc ça a duré un peu plus longtemps que prévu. On vous remercie comme d'habitude pour votre soutien. Donc n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, de vous abonner. On arrive gentiment mais sûrement aux 1000 abonnés. Hein. Bon, dans 150 quand même, mais non, même un peu plus. Donc on espère atteindre cette barre mythique pour nous d'ici la fin de saison, comme on a dit, pour qu'on puisse être remboursé par la sécurité sociale en tant que thérapie de groupe. Donc, n'hésitez pas et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief de notre qualification en coupe contre Liverpool. Et je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Salut.